bonjour à toutes et à tous. Pour ceux que je n'ai pas eu le plaisir de rencontrer, mon nom est Patrick Nossan, je suis président de Certivea et de Serway. Et je suis ravi de vous accueillir ce matin pour cette conférence qui va traiter d'un sujet qui devrait tous nous préoccuper, c'est-à-dire la mise en œuvre d'objectifs de développement durable dans les projets d'infrastructure. Voilà, objectifs de développement durable, c'est tout à fait l'actualité puisque nous fêtons les 3 ans de l'adoption par l'ONU des objectifs de développement durable. Et c'est vrai que les infrastructures, comme les bâtiments, comme les quartiers, ont un impact très important à la fois sur la qualité de vie des citoyens, mais aussi sur un fort impact environnemental et un fort impact économique, évidemment. Donc j'ai cité comme ça dans le désordre et l'air de rien les 3 piliers du développement durable. Et donc c'est véritablement un challenge, je pense, pour tous les acteurs de ce secteur, de s'emparer de ce nouveau langage qu'est le développement durable. Et notre ambition, c'est de vous montrer ce matin, essentiellement au travers de témoignages, non seulement qu'il y a des enjeux, mais aussi qu'il est possible de relever le défi, de mettre en œuvre des solutions en suivant des méthodologies. Et donc nous allons partager à la fois les outils et les retours d'expérience pour répondre à ce grand défi. Alors je dois vous prévenir, parce que le consentement est la base de l'usage de votre image, que la conférence est filmée, donc on vous filmera de dos, rassurez-vous. Il y a un live tweet qui est organisé, et donc tous ceux qui ont le don d'ubiquité peuvent bien sûr tweeter avec les hashtags qui sont donnés ici pour donner de la résonance à nos débats. Et puis, donc voici le programme de la matinée. Donc après les différentes introductions, nous aurons l'intervention d'un grand témoin que je vous présenterai tout à l'heure. Bien sûr, la présentation de la certification HQE Infrastructure, qui est l'outil que Certivea et Serway proposent pour vous accompagner dans cette démarche de développement durable des infrastructures. Et puis 3 tables rondes qui nous permettront donc d'entendre des retours d'expérience d'opérateurs qui ont réellement mis en œuvre ces outils et donc qui se sont confrontés à la réalité des objectifs de développement durable et de leur mise en œuvre. Quelques mots sur Certivea pour ceux qui ne nous connaissent pas très bien. Nous sommes une filiale du CSTB, le Centre scientifique et technique du bâtiment. Notre vocation est d'accompagner les professionnels dans les transitions, qu'elles soient énergétiques, environnementales, sociétales ou numériques. Et pour cela, nous proposons donc tout un ensemble d'outils, des outils d'évaluation, des outils de benchmark, des outils de reporting, mais aussi bien sûr des outils de valorisation, donc des certifications, des labels, et puis pour monter en compétences, des formations et des reconnaissances de compétences. Nous travaillons depuis longtemps avec la marque HQE, c'est pour ça que nous sommes connus. Donc HQE qui est une approche globale et durable, multicritère comme on dit, qui vise donc à atteindre les objectifs de développement durable, à la fois à l'échelle des bâtiments, mais aussi à l'échelle des quartiers et maintenant donc à l'échelle des infrastructures. Et nous développons également des approches thématiques qui peuvent soit vivre indépendamment ou s'intégrer bien sûr dans la démarche HQE sur des thématiques telles que l'accessibilité avec le label accessibilité, le bas carbone et l'énergie positive avec E+C-, BBCA et Finergie, les bâtiments connectés et communicants avec R2S, Osmose pour la qualité de vie au travail, Biodiversity pour la biodiversité et Serenity donc pour la sécurité. Nous travaillons donc, comme je l'ai dit, à l'échelle
des bâtiments, des infrastructures et des quartiers. Et on pense vraiment qu'il y a des synergies à développer, bien sûr, entre ces différentes échelles, de façon à obtenir des cadres de vie plus durables. Relever le défi du carbone, relever le défi des objectifs de développement durable. Ça veut dire bien sûr que chacun progresse dans sa pratique, chacun progresse à son niveau et à son échelle, mais ça passe aussi par la coopération entre les différentes échelles et les différentes professions. Et donc la gamme, entre guillemets, de services que nous proposons vise aussi à assurer cette cohérence entre les différentes échelles. J'espère qu'on pourra en voir quelques illustrations aujourd'hui. Voilà, pour terminer cette courte introduction, vous avez pu voir à l'entrée, alors je cherche mon exemplaire, un guide justement qui doit vous aider, nous aider à intégrer le développement durable dans les projets d'infrastructure. Ce guide a été mis en ligne ce matin sur le site de Certivea, donc vous pouvez bien sûr le télécharger en PDF. N'hésitez pas à relayer cette information. Je pense que c'est un guide qui est précieux parce qu'il contient plein de pistes qui ont été éprouvées sur des opérations pilotes, on en parlera tout à l'heure, et qui est le fruit de l'expérience donc de Certivea et de Serway, mais aussi de l'implication de l'Alliance HQE-GBC et des EPL, les entreprises publiques locales. J'en profite pour dire que ce guide a bénéficié de tout l'apport méthodologique et des retours d'expérience des adhérents des EPL. Alors les représentants des EPL devaient être avec nous ce matin, mais malheureusement ils n'ont pas pu, pour des raisons indépendantes de leur volonté et vraiment fortuites, ils n'ont pas pu se joindre à nous ce matin. Malgré tout, je pense qu'il y a des adhérents des EPL qui sont présents dans la salle, peut-être dans les témoignages que nous aurons tout à l'heure. En tout cas, leur apport a été extrêmement précieux dans l'élaboration de ce guide et on les en remercie évidemment chaleureusement. Pour terminer et pour faire la transition, je remercie évidemment aussi l'Alliance HQE-GBC qui est notre partenaire depuis la création de Certivea, voilà. Donc association reconnue d'utilité publique qui depuis plus de 20 ans mobilise les hommes et les femmes, mais peut-être que je vais laisser sa directrice nous présenter tout ça. Donc je vous remercie d'accueillir Anne-Sophie Périssin-Faber, directrice de l'Alliance HQE-GBC, et vous pouvez l'applaudir. Très heureuse effectivement d'introduire cette manifestation au nom de l'Alliance. Alors effectivement, nous sommes une association reconnue d'utilité publique qui réunit les professionnels du bâtiment, de l'aménagement et des infrastructures. Alors c'est une association qui milite depuis plus de 20 ans pour bien sûr le respect de l'environnement, la qualité de vie, la performance économique et puis aussi le management responsable, parce qu'on pense que ce développement durable ne peut exister si on n'a pas une équipe compétente et si on n'associe pas les parties prenantes notamment. Donc c'est aussi une de nos spécificités d'allier cette gouvernance, la bonne gouvernance pour atteindre ces objectifs de développement durable. Alors ce retour d'expérience organisé ce matin par Certivea et Serway en partenariat avec l'Alliance HQE et la Fédération des EPL est l'un des événements inscrits à la World Green Building Week. Alors cette semaine de la construction durable que l'Alliance relie en France en sa qualité de membre français du World Green Building Council, qui comme vous l'aurez compris est une ONG internationale qui fédère des associations comme la nôtre à l'échelle mondiale, a pour un objectif de mettre en avant bien sûr les enjeux des bâtiments et des aménagements et des infrastructures durables, parce que tout ça, ça pèse sur notre qualité de vie, sur notre santé, sur la planète. Et donc c'est important de se rappeler que tout ça, c'est pas juste... c'est des enjeux forts sur notre qualité d'air, sur notre impact carbone, sur tous ces sujets. Et qu'on a la chance, finalement, que ces secteurs, certes, ils sont impactants, mais ils ont aussi la chance de pouvoir
être proactif, puisqu'on a plein de solutions pour bien faire aujourd'hui, on a plein de bonnes pratiques. Donc nos secteurs ont cette capacité, je crois, de pouvoir apporter une forte contribution aux objectifs de développement durable de l'ONU et qu'on puisse ensemble réussir l'agenda 2030 au bénéfice de tous. Alors, pour pouvoir effectivement être au rendez-vous de cet agenda 2030, il est important d'échanger, de co-construire, d'apprendre les uns des autres, de faire savoir. Et c'est important parce que le temps presse pour être au rendez-vous de l'accord de Paris. Dans ces secteurs, je pense que les infrastructures sont clés pour cette ville durable que vous construisez tous les jours. La mobilité, les réseaux, ils sont au cœur des performances environnementales, sociales et économiques, dans un monde où les flux, finalement, sont toujours plus en plus présents et augmentent tous les jours dans une société qui, on le sait, se transforme de plus en plus avec des services. Donc les flux sont vraiment au cœur. Alors, bâtiment, aménagement, infrastructure, c'est, on le sait aussi, 3 secteurs très différents, avec des langages parfois différents, des acteurs différents, et pourtant interdépendants. Je pense que c'est un point important de souligner ça, c'est que la performance de chacun est quand même conditionnée fortement par la performance des autres. Et donc proposer des outillages clés à chacune des échelles, grâce à notre partenaire, donc nos partenaires Certiva et Serway, c'est nous aider, c'est vous aider à créer ces passerelles entre ces composantes de la vie durable, avec, je pense, une essence commune, celle de la démarche de progrès, au bénéfice des citoyens, des entreprises, des collectivités et de notre planète. Donc vous voyez, il y a de quoi faire, il y a des solutions, je pense que c'est ça qu'on voulait aussi transmettre ce matin, c'est qu'on n'est pas tout seul pour faire, on n'est pas sans outils pour faire. Maintenant, il faut se motiver, partager cette motivation positive pour effectivement agir, parce que les enjeux, ils sont là et malheureusement, le temps presse. Donc, bonne matinée. Donc avant de passer aux tables rondes et aux présentations de l'outil proposé par Certiva, je vous propose d'accueillir notre grand témoin. Donc j'appelle Luc Bello, qui est directeur général de Réalité Hub 5 Innovation, ancien député et rédacteur du rapport de la Smart City au territoire d'intelligence. Et je lui laisse le micro pour un quart d'heure de présentation et d'introduction du sujet. Vous pouvez l'applaudir. Bien, bonjour à toutes et à tous. Je vais essayer effectivement en un quart d'heure de vous résumer 6 mois de mission autour de ces enjeux de la Smart City qui m'avait été confié par le Premier ministre et d'un rapport qui fait à peu près 130 pages. Une synthèse qui en fait qu'une quinzaine, donc si vous voulez aller vraiment à l'essentiel, vous pourrez assez facilement y trouver le cœur des informations. Et je voudrais surtout vous donner l'ambiance générale autour de ce rapport, où j'en suis aussi depuis qu'il a été publié il y a un peu plus d'1 an, et peut-être insister de manière un peu plus particulière sur les enjeux de gouvernance qui animent aujourd'hui votre matinée de travail, et puis tout l'enjeu que ça peut représenter aujourd'hui sur la manière dont on assure une gouvernance qui soit la plus large possible. Donc je vous le disais à l'instant, le rapport s'appelle de la Smart City au territoire d'intelligence, territoire au singulier et intelligence au pluriel, parce que je suis convaincu, après avoir été rapporteur des lois sur la République numérique, sur l'open data, sur la dématérialisation, que cet enjeu des territoires numériques, de la Smart City, sont des enjeux qui doivent d'abord mobiliser des intelligences territoriales avant de mobiliser des solutions technologiques. Et c'est vraiment aujourd'hui quelque chose qui est extrêmement important. Il y a une tentation extrêmement forte à aller vers de l'affichage, de la communication, d'un outil, d'une appli qui serait aujourd'hui plutôt à la mode, alors que l'enjeu est plutôt d'équiper, d'aménager et de penser son territoire sur le temps long. Moi, j'aime pas beaucoup le mot qu'on a choisi en français de ville intelligente, pas parce que ça fait toujours moderne et intelligent de parler en anglais,
Mais dans le côté smart, on entend bien plus qu'intelligent. Il y a le côté malin, judicieux, agile, et cette capacité à s'adapter, c'est vraiment ce qui fait aujourd'hui la force d'un territoire intelligent. Et si je dis territoire, c'est parce qu'on ne doit pas seulement s'appuyer sur la réalité des grandes métropoles, qui ferait que les villes seraient intelligentes et que les villages seraient stupides. C'est aujourd'hui un territoire, lorsqu'il se mobilise, il a une capacité à pouvoir agir et à pouvoir avancer. Donc je ne vais pas aller dans le détail de toutes les villes que j'ai pu voir en France, en Europe et dans le monde. On a tout un tas d'exemples. Ce qu'on vous présente d'habitude souvent comme étant le modèle de la Smart City, ce qui se ferait de mieux, c'est plutôt autour de Singapour ou le quartier d'Incheon, Songdo, à côté de Séoul. Ces quartiers, ces villes, j'y suis allé, c'est très déshumanisé, c'est très technologique, et c'est certainement pas le modèle dans lequel les uns et les autres, on a envie de se projeter ou on a envie de projeter nos enfants pour aller y vivre. Cette réalité de la Smart City, aujourd'hui, elle vit certainement autour de plusieurs éléments, et d'abord un alignement des planètes qui fait qu'on peut aujourd'hui avancer sur des stratégies de territoire intelligents. D'abord sur les enjeux et les défis qui sont les nôtres collectivement du XXIe siècle. Vous avez évoqué tout à l'heure les enjeux environnementaux. Demain, 2050, 66 à 70% de la population habitera en ville, dans les grandes villes et dans les grandes métropoles. Qu'aujourd'hui, c'est 1 million d'habitants en plus au Caire tous les 18 mois et que les territoires, la plupart du temps, n'y sont pas prêts. Et que les infrastructures, les aménagements et la manière dont ils pensent leur territoire aujourd'hui répond plus à de l'urgence qu'à la réalité de ce que sera l'usage. Je vais revenir sur ces enjeux de maîtrise d'ouvrage et de maîtrise d'usage. Donc, les défis du XXIe siècle, la deuxième planète alignée, c'est celle des nouveaux outils dont vous disposez tous, et là je vais passer très rapidement. On a aujourd'hui une appropriation, quel que soit l'âge de la population, les territoires, quel que soit la CSP, des outils numériques, et ces usages viennent complètement faire évoluer la ville, et je vais y revenir. Et ensuite, on a des atouts quand même très spécifiques aujourd'hui en France, c'est que contrairement à d'autres pays européens ou d'autres pays dans le monde, les territoires ont une vraie maîtrise de la manière dont ils vont se projeter dans les années qui viennent. Ils ont cette maîtrise à la fois sur les enjeux d'organisation, sur les enjeux d'aménagement, mais y compris sur les enjeux de la manière dont on va faire évoluer la qualité de vie, la qualité de ville, puisque c'était l'affichage tout à l'heure, et il faut qu'on ait ça en tête. Et ça fait déjà 3 fois que je vous parle de la réalité des usages. Et c'est certainement une des vraies difficultés aujourd'hui lorsqu'on doit opérer des stratégies de territoire intelligents, c'est qu'on a des décideurs locaux, et quand je dis décideurs, c'est à la fois les élus et les services, les cadres territoriaux, des décideurs locaux qui ont une vraie habitude de ne gérer que de la maîtrise d'ouvrage. Ils sont dans la construction, ils sont dans l'aménagement, ils pensent les lignes de tramway, ils pensent les grands aménagements qui sont l'objet même de ce qu'on va évoquer durant toute la matinée, et ils ont une grande difficulté aujourd'hui à se projeter dans ce qui va être la maîtrise d'usage. Et de plus en plus, la maîtrise de l'usage doit pourtant guider ce que seront les ouvrages demain, et cette maîtrise d'usage, elle est de moins en moins pilotée par le territoire et de plus en plus par ce monde digital, par vos téléphones et par les applis. Aujourd'hui, quand un territoire se projette dans ses outils de mobilité, dans l'organisation de ses déplacements, elle se dit que sur une rue, puisqu'on a une crèche, une école maternelle, une résidence personnes âgées, l'intérêt général fait qu'on a plutôt pensé une circulation apaisée et on oriente plutôt la circulation sur les boulevards qui sont autour. Sauf que si ces boulevards sont bloqués, l'usage fera que votre GPS, votre appli, TomTom, Maps, Waze, vous dira de passer par cette rue parce qu'elle est moins bloquée. Et cette réalité des usages, elle vient complètement perturber le pilotage des ouvrages et la manière dont ils sont pensés sur les territoires. Et aujourd'hui, il faut accompagner cette logique-là, cet intérêt à ne pas être que dans une logique où on pense les ouvrages comme on les a toujours pensés, mais il faut intégrer ce que seront demain les usages. Maîtrise d'ouvrage, maîtrise d'usage, c'est au cœur de ce qui doit être demain la gouvernance des projets, quels qu'ils soient, mais en particulier lorsqu'on est sur des projets majeurs d'infrastructure et d'aménagement. Ce décalage réel des décideurs locaux, moi j'ai été élu local pendant plus de 15 ans, j'ai été élu national pendant 5 ans, j'ai été encore élu élu local juste avant l'été, je l'ai vécu de l'intérieur dans les collectivités.
il est extrêmement difficile aujourd'hui, notamment dans la manière dont les uns et les autres on peut se projeter entre la perception qu'on peut avoir du monde, la manière dont on souhaite l'accompagner, puis la réalité des prises de décision. Je vais prendre juste un exemple qui illustre ça. Partout où vous allez, on vous explique qu'on a des spécialistes en mobilité qui sont en train de se projeter dans ce que sera la mobilité de demain, au travers des transports collectifs, au travers des véhicules autonomes, au travers de la mobilité partagée, de l'intermodalité, et c'est les discours qu'on entend partout. Et aujourd'hui, on sait, il y a 4 études qui vont toutes dans le même sens, elles n'ont pas forcément une conclusion sur la production automobile, mais on a 4 études qui vont dans le même sens. Aujourd'hui en Europe, on a 280 millions de véhicules qui circulent. 280 millions. En 2030, donc demain, dans 12 ans, je ne sais pas si vous avez une petite idée, si on aura un peu plus, beaucoup plus, un peu moins, beaucoup moins de véhicules. Je ne sais pas si quelqu'un veut tenter l'exercice. On en aura beaucoup moins. Voilà, toutes les études vont dans le même sens. Pas tout de suite avec la voiture autonome, même s'il y en a qui vont circuler dans la mobilité réelle à Rouen, avec une expérimentation Transdev et avec des véhicules Zoé Renault. Mais c'est plutôt la mobilité partagée qui va évoluer et on va passer de 280 millions de véhicules à 200 à 220 millions de véhicules en Europe. Par contre, nos rues seront toujours aussi bondées parce que de fait, les véhicules rouleront beaucoup plus. Au lieu de rouler entre 1h15 et 2h45 en moyenne, ils rouleront 15h, 18h, 20h par jour parce qu'ils seront en mobilité partagée. Et que cette réalité fait que les véhicules rouleront plus, mais utiliseront moins d'espace de stationnement parce qu'ils auront moins besoin et au-delà de quelques heures la nuit, ils seront moins stationnés. Et pour autant, les élus sont convaincus de cette évolution, la préparent, mais dans les codes d'urbanisme, y compris sur des grandes zones d'aménagement, aujourd'hui, ils continuent de dire il faut mettre 0,9, une place de parking par logement, 1,5, 2 places de parking par logement. Et donc on a une forme de schizophrénie entre la manière dont on sait que le monde va évoluer et la manière dont on donne les règles pour des bâtiments qui vont sortir là en 2030 et qui vont avoir une durée de vie au moins de 50 ans, 2080. On est dans un schéma où on est en train de construire l'inverse du monde, la manière dont on est persuadé qu'il va vivre. Et là, il faut vraiment pouvoir accompagner les décideurs locaux dans ces enjeux de gouvernance et le faire d'une manière extrêmement large, essayer de le penser avec les solutions les plus pertinentes. Et quand j'évoquais le fait d'avoir une association de l'ensemble des intelligences d'un territoire, c'est vraiment ce premier principe directeur. Le rapport a 24 recommandations diverses et variées, réglementaires, juridiques, organisationnelles, de formation, d'accompagnement. Mais il y a 3 principes directeurs sur le rapport. Ces 3 principes directeurs, le premier c'est la gouvernance, et je vais y revenir tout de suite. Le deuxième c'est la souveraineté. Alors là je vais passer très vite, mais parce qu'on est sur des sujets nouveaux et de l'innovation, bien souvent on ne se pose pas les bonnes questions de souveraineté. On est plutôt en train de laisser la main à des opérateurs nationaux au mieux, internationaux au pire, qui eux se saisissent des enjeux de la data, du pilotage et qui à un moment dépossèdent complètement le territoire de la capacité à gérer et à opérer demain. Et un troisième principe directeur qui est celui de l'inclusion, pas seulement au sens où on l'entend souvent de s'occuper de ceux qui sont les plus exclus, même s'il faut garder en tête que 16% des Français, ce chiffre est incroyable, mais je vous garantis qu'il est vrai, 16% des Français aujourd'hui ne maîtrisent pas suffisamment la lecture et l'écriture pour être à l'aise avec un formulaire papier ou numérique. Voilà, il faut juste l'avoir en tête, c'est quand même un chiffre assez impressionnant et inquiétant. Mais cette notion d'inclusion, elle est faite au sens large, avec un zoom qui va me permettre de revenir sur la gouvernance. C'est l'enjeu aujourd'hui d'associer très largement les uns et les autres à la gouvernance d'un projet de territoire, en l'occurrence, ce qui, moi, m'a animé autour de ce rapport, autour d'un territoire dit intelligent de Smart City. On a cette capacité à penser une gouvernance large, à associer tous les acteurs, les décideurs locaux, élus, cadres territoriaux, la manière dont ils doivent demain travailler avec les acteurs économiques de leur territoire, avec les acteurs académiques de leur territoire, et associer de la manière la plus large possible les citoyens. Et là, on aurait inventé, il y a quelques années, la révolution, la solution ultime, puisque tout le monde a un smartphone, on va faire de la civic tech et on va les faire participer depuis leur téléphone. Alors je suis plutôt parti des dubitatifs de la civic tech. Alors je ne suis pas sceptique, je ne suis pas aujourd'hui opposé,
Je dis juste que d'abord, je pense qu'il n'y a pas de business model pour tous ceux qui voudraient en faire un modèle de croissance, mais que je pense surtout qu'on ne prend pas la solution on ne prend pas le problème par le bon bout, et que je ne suis pas sûr que ce soit la solution à apporter aujourd'hui autour de la Civic Tech. Et j'alerte parce que bien souvent on se fait un peu plaisir en prenant une des Civic Tech qui aujourd'hui marche bien, elles sont quelques-unes à plutôt bien fonctionner, avoir des applis. Mais si on veut associer très largement la population à la décision, la plupart du temps, ceux que vous touchez autour de ces outils de Civic Tech étaient déjà ceux qui participaient. C'était déjà ceux qui venaient à une réunion publique, qui donnaient leur avis, plutôt en général des gens qui votent, des gens qui ont l'habitude d'aller à une réunion soit sur un projet, soit à une réunion liée à leur quartier, et que cette réalité aujourd'hui, elle ne se passe pas d'un pragmatisme qui fait qu'on doit aller plus loin que de toucher ces populations. Et toutes les villes qui ont pu tester des applis, y compris des grandes métropoles, sur leurs solutions de tramway, je pense notamment à Nice autour de la ligne 2 de tramway, une grande phase de concertation, de participation de la population sur le tracé, les stations, l'organisation. On est vraiment dans une infrastructure extrêmement importante pour le territoire, et ceux qui connaissent Nice en connaissent tous les problèmes de circulation entre la mer et la montagne. Mais cette réalité, c'est qu'en fait, ils ont eu 1600 participants différents, avec pourtant des moyens incroyables pour pouvoir mobiliser. Donc cette gouvernance, elle doit être au plus large possible, elle doit être pensée de manière extrêmement globale. La Civic Tech est un outil complémentaire, mais ce n'est pas l'alpha et l'oméga de la participation. Et si j'insiste sur ces enjeux de gouvernance au sens large, la manière dont on associe les acteurs académiques, les acteurs économiques, les citoyens, c'est parce qu'il faut le faire en pensant aux usages. Et c'est certainement le schéma le plus difficile aujourd'hui. C'est rassurant pour des décideurs locaux, pour une collectivité, d'être dans un schéma d'infrastructure, d'ouvrage. On sait faire, on a un point de départ, on a un point d'arrivée, on a un programme, on a un calendrier, on a un équipement qu'on inaugure. Ça roule. Sauf que la réalité des usages, et ce qu'on a évoqué tout à l'heure, n'est pas forcément là. Et qu'il faut vraiment réussir à se projeter. On a un outil qui est majeur et pour lequel moi j'appelle vraiment à ce qu'il y ait une mobilisation totale, c'est une exploitation pleine et entière de la data. Cette exploitation pleine et entière de la data, elle ne peut pas se faire sur la base de ce qu'on a aujourd'hui. Très peu de territoires ont une vraie stratégie data. On fait de la com, on fait de l'open data. On nous a expliqué que les startups, elles en mangeaient matin, midi et soir, donc il fallait le faire. On a fait un petit bout d'open data, on s'est fait plaisir. Mais une stratégie data, ça ne va pas que là. D'abord, opérer son territoire, pour avoir des décisions stratégiques autour de ce que doit être son territoire, on a besoin de pouvoir avoir les analyses fines. Et la promesse de la data, et on est au cœur de ce que doit être demain la gouvernance, c'est pas seulement être dans une logique d'offre qui a toujours été le cœur des collectivités. Vous avez une compétence scolaire, vous offrez une école, vous avez une compétence petite enfance, vous offrez une crèche, etc. Logique de la demande qui a été très vite prise en compte par les territoires, des horaires atypiques pour les services que je viens d'évoquer, tôt le matin, tard le soir, on adapte la piscine. Voilà, l'offre, la demande, c'est des choses que les collectivités savent très bien gérer. Mais analyser la réalité du besoin est beaucoup plus complexe. Et c'est la data qui doit nous permettre d'aller au cœur de ces stratégies. Donc au cœur de la gouvernance, un enjeu de data, d'analyse réelle des besoins, autour des besoins et des usages, c'est ce qui doit permettre de nous guider. Et à un moment donné, tout ce qui peut accompagner, et c'est aussi l'objet même de ce que je pouvais porter dans le rapport, et je suis très content qu'aujourd'hui vous lanciez cette certification, c'est vraiment d'être au cœur de la manière dont on construit la gouvernance en l'associant très largement et en ayant l'ensemble de ces considérants. Je crois que ça va d'abord faire monter en compétence les territoires, en compréhension, parce que vous avez beau avoir des décideurs locaux, élus, administrations, qui sont des utilisateurs quotidiens des réseaux, des Twitter et de tout ce que vous voulez d'autre et qui commandent sur Amazon, tout en se plaignant que les commerces de centre-ville disparaissent. Mais on a aujourd'hui, vous l'évoquiez tout à l'heure, parfois des difficultés, y compris les uns et les autres, sur ces questions. Mais la réalité, c'est que ce n'est pas parce que vous êtes un utilisateur des outils numériques que vous avez compris la transition, la révolution digitale qui va s'opérer et qui va agir sur l'ensemble des territoires. Donc quand demain on va penser à l'aménagement, à l'équipement de son territoire, qu'on va penser aux infrastructures, cette notion de gouvernance avec en ligne de mire en permanence la maîtrise d'ouvrage par la maîtrise des usages est vraiment quelque chose d'essentiel. Je crois que la compétence que vous allez pouvoir apporter les uns et les autres
autour des enjeux de certification. C'est ce qui va permettre demain de faire monter en compétence les territoires et de ne pas avoir des équipements qui soient complètement déconnectés des infrastructures qui ne seraient plus en phase. Parce que ce n'est pas parce que vous avez décidé que la station de tramway sera à tel endroit et que la ligne de bus passera à tel endroit, que la cale-voie passera à tel endroit, que demain les usages amèneront les habitants d'un territoire à aller sur cette réalité-là. Donc à un moment donné, se projeter, avoir ce spectre large, c'est ce qui doit nous permettre tous d'avancer. La belle promesse derrière tout ça, c'est d'avoir une qualité de vie, une qualité de service qui correspondent à un mieux vivre ensemble. Et c'est certainement ce vers quoi on devrait aboutir. En tout cas, je crois qu'on est en train de s'en donner les outils. Bravo. Merci beaucoup, Luc pour cette introduction vraiment très intéressante qui donne un spectre assez large à notre matinée, avec, on l'a bien compris, quelques maîtres mots autour de la maîtrise d'usage aux côtés de la maîtrise d'ouvrage. Et c'est vrai qu'à l'échelle bâtiment, déjà, je regarde Anne-Sophie, c'est un enjeu qu'on a vraiment aussi de façon très importante. Du bon usage du numérique, c'est évidemment très important. Le numérique, pas pour le plaisir de la technologie, mais bien pour apporter une valeur ajoutée supplémentaire. Et puis surtout cette question de gouvernance, c'est-à-dire qui dirige le projet et avec qui travaille-t-il et dans quelles conditions pour qu'effectivement l'ensemble des parties prenantes soient impliquées et que les projets d'infrastructure amènent là aussi une valeur ajoutée supplémentaire au territoire et pas seulement coche des cases un peu préétablies par rapport à des objectifs déconnectés de la réalité du territoire. Donc merci beaucoup de cette introduction.